quand ces affaires arrivent à la Cour, elles ont déjà été jugées dans les pays dont elles proviennent. On ne peut pas venir à la Cour sans avoir déjà essayé de régler les problèmes autrement. Tout à fait, ça c'est capital ce que vous venez de dire, c'est vraiment important. On ne peut venir à la Cour que lorsque on a épuisé toutes les voies de recours internes. Ça c'est le cœur de la philosophie de l'action de la Cour. Pourquoi ? Parce que les droits fondamentaux, les droits humains doivent être respectés dans les pays. Ça c'est essentiel. Et la Cour des droits de l'homme, elle n'est qu'un filet de sécurité. Elle n'est qu'un filet de sécurité. Après que l'on ait tout essayé, eh bien, il y a encore cette affaire, il y a encore cette intervention-là. Donc, il faut évidemment avoir épuisé toutes les voies de recours internes, comme on dit techniquement dans la Convention. C'est ce qu'on appelle une condition de recevabilité. Si on ne l'a pas fait, on n'est pas recevable. Parce qu'il faut donner aux autorités l'occasion de constater et éventuellement de réparer les violations des droits de l'homme. Donc ça, c'est vraiment un point central. C'est vraiment... Sinon, ça n'a pas de sens. Lorsque certains disent on va chercher justice à Strasbourg, c'est très joli, mais c'est tout à fait faux. La justice des droits de l'homme, c'est dans les pays et pas... Et la Cour, c'est le filet de sécurité. Quand la Cour a tranché, a décidé, a jugé, que se passe-t-il ? On ne tranche pas les têtes, hein. Non, ne croyez pas, hein. Parce que souvent on parle de l'exécution des arrêts, on ne tranche pas les têtes, on n'exécute pas les gouvernements. Les affaires devant la Cour, c'est toujours une personne contre un gouvernement. Parce que le gouvernement est responsable, l'État donc, est responsable de la violation des droits de l'homme commise par les polices, par l'administration pénitentiaire, par tout le monde. Et donc lorsqu'il y a un constat de violation de la Convention, le dossier, si vous voulez, le constat de violation oblige les États, et je dis bien oblige, parce que c'est une obligation de la Convention, à corriger ce qui a fait problème. À corriger ce qui a fait problème, c'est une obligation, mais la Cour n'a pas de police, la Cour ne va pas courir après les États, elle ne va pas les mettre en prison s'ils n'exécutent pas. Alors, la mise en œuvre des arrêts de la Cour, elle passe à l'exécutif, au comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui est composé des représentants des différents pays, des 47 pays. Et là, c'est un débat, j'ai envie de dire, politique ou diplomatique qui se met en place. C'est un débat politique ou diplomatique qui se met en place où il faut convaincre les États d'expliquer comment ils mettent en œuvre les arrêts de la Cour. Et c'est vraiment une question cruciale de la mise en œuvre, parce que si les arrêts ne sont pas mis en œuvre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dans l'ensemble, ils le sont, mais il y a quand même parfois des délais, ça c'est certain. Il y a parfois des résistances. Donc, lorsqu'on rédige un arrêt, on doit être bien attentif que les voies soient ouvertes pour que les États puissent les mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment... Là, on doit avoir ce que certains appellent de manière un peu peut-être exagérée, mais une logique de responsabilité. On doit à la fois être convaincu et en même temps, on doit avoir une logique de responsabilité. Il faut que les États puissent les mettre en œuvre. Est-ce que vous pouvez donner un exemple par rapport à une affaire belge, par exemple, de quelque chose que l'État a pu corriger, modifier, appliquer? Il y a beaucoup de choses. Dans la fameuse affaire qui s'appelait Tabitha, mais qui a un autre nom devant la Cour, c'est une affaire qui date déjà depuis quelques années, il y a même très longtemps, où effectivement on avait mis en détention, dans ce qui ne s'appelait pas 127 bis à l'époque, mais dans un centre de détention, une petite fille qui devait rejoindre sa famille au Canada. Alors sur ce point-là, la Cour a dit évidemment que c'était un traitement inhumain et dégradant d'enfermer une petite fille dans un centre de détention. Et il y a eu alors après ça d'autres arrêts qui ont continué dans le même sens. Et ça pose toute la question aujourd'hui de fameux 127 bis où aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a des familles qui sont avec enfants qui sont détenus. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a une balançoire dans la cour du 127 bis ou que les enfants ont des casques pour ne pas entendre le bruit des avions que ce n'est pas une détention. Donc toute la question qui maintenant va être soumise aux tribunaux belges et puis sans doute, j'imagine, à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est est-ce que c'est compatible avec la Convention, les droits humains, d'enfermer des mineurs qui n'ont commis aucune infraction. Il ne faut pas oublier, c'est une détention administrative. Et donc, qui peut amener cette affaire? Je vois qu'une série d'associations maintenant introduisent un recours contre l'arrêté royal du 2 août 2018 qui autorise cette détention. Donc voilà, ils vont introduire un recours, on va voir ce que les juges vont dire.
parce que cet arrêté royal dit si les conditions de l'enfermement sont acceptables, on peut l'accepter. Moi, je pense que non. Ce n'est pas simplement les conditions qui doivent être améliorées. La détention des mineurs, c'est non. Point. C'est tout. Donc, il faudra voir ce que ce dossier, c'est une série d'associations qui introduisent un recours contre cet arrêté royal. À la Cour constitutionnelle Devant le Conseil d'État. Devant le Conseil d'État. Donc, il faudra voir ce que ça va devenir. Il faudra voir ce que ça va devenir. Maintenant, je ne veux pas... voilà, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui dit si l'affaire va jusque-là. Mais l'affaire viendra à travers un cas particulier. La Cour ne juge jamais en général les lois ou les arrêtés royaux. La Cour ne juge qu'à travers un cas particulier, ce qui est très bien. Un cas d'un enfant enfermé dans le 127 bis actuel, eh bien, peut-être que ce cas, après avoir fait l'objet de toute une série de recours en Belgique, peut-être qu'un jour il arrivera à la Cour européenne des droits de l'homme, on verra. Mais la Cour juge à travers des cas, des situations. Elle n'est pas là pour dire de manière générale que les lois sont ci et ça. Non, ça c'est le politique. Et donc, après ces décisions, c'est le politique qui va à son tour décider une modification de la loi. Oui, c'est ça le politique, c'est-à-dire que le gouvernement va introduire toutes les modifications qu'il estime nécessaires pour que la situation ne se répète pas. C'est ça. Pour que la situation ne se répète pas. Et dans ce cas-là, évidemment, les États sont tenus de le faire, sont tenus de le mettre en place. Mais la Cour ne décide pas que cette situation ne peut pas durer. À la minute même, je vais dire. Ça dépend. Ça dépend. De toute façon, lorsque les affaires arrivent à la Cour, elles sont déjà terminées depuis longtemps dans le pays, puisqu'il faut avoir épuisé toutes les voies de recours internes. Dans certains cas, mais alors là, on rentre vraiment plus dans la technique, dans certains cas, lorsqu'il y a des mesures, par exemple, d'expulsion, dans un pays où on sait que la torture et les traitements inhumains et dégradants peuvent exister, il y a alors une mesure provisoire qui peut être prise et qui dit à l'État interdiction. Et donc ça, c'est une situation bien particulière, lorsque, effectivement, on risque de renvoyer, on renvoie dans un pays où on risque des traitements inhumains et dégradants.